C'est quoi les élections régionales? Les 6 et 13 décembre prochains, les Français sont appelés à voter pour les élections régionales. Le but, élire les membres des conseils régionaux ainsi que des assemblées de Corse, de Martinique et de Guadeloupe. Chaque parti présente une liste de candidats. Ceux qui obtiendront un siège le garderont 6 ans. Mais au fait, pourquoi elles sont importantes ces élections? D'abord, depuis les dernières régionales, en 2010, il y a eu des changements. On est ainsi passé de 22 à 13 régions en métropole. Pour cela, on a fusionné des régions qui étaient jusque-là séparées. Les compétences de ces grandes régions ont aussi été élargies. Les conseils régionaux s'occupaient déjà des lycées, des trains, du financement des associations. Désormais, ils géreront aussi les transports scolaires, le développement durable et seront seuls à pouvoir apporter une aide aux entreprises. Et puis, ces élections sont les dernières qui auront lieu en France avant la présidentielle de 2017. Les résultats des régionales seront donc regardés de près par les politiques et les journalistes, comme s'il s'agissait d'un test grandeur nature. Aujourd'hui, la plupart des régions sont à gauche. L'opposition espère bien sûr renverser la situation. L'autre grand enjeu du scrutin, c'est le score du Front National. Le parti d'extrême droite pourrait en effet remporter plusieurs régions. Pourtant, les régionales ne passionnent pas tous les Français. Selon un sondage réalisé mi-septembre, 1 sur 3 ignorait encore que ces élections allaient avoir lieu. C'est quoi la démocratie? Le mot démocratie est un nom grec inventé à Athènes il y a 2500 ans. Il est composé de démos, le peuple, et kratos, le pouvoir. Il signifie donc le pouvoir par le peuple. À Athènes, les citoyens exerçaient le pouvoir à tour de rôle, grâce à un tirage au sort. Mais aujourd'hui, la démocratie, c'est toujours comme ça? En fait, non. Aujourd'hui, on vote pour les personnes qui vont prendre des décisions en notre nom. C'est la démocratie représentative. Dans les pays démocratiques, le pouvoir est détenu par plusieurs représentants du peuple. La démocratie, c'est donc le contraire d'une dictature ou d'une monarchie. En France, l'histoire de la démocratie commence ainsi avec la Révolution de 1789. Fini le roi, et fini les pouvoirs concentrés entre les mains d'un seul homme. En démocratie, les pouvoirs sont séparés en 3. Il y a le pouvoir exécutif. Par exemple, en France, c'est le président et son gouvernement qui donnent la direction au pays. Puis, le pouvoir législatif, qui vote les lois. Et enfin, le pouvoir judiciaire qui vérifie que des lois sont bien appliquées. C'est un système qui garantit que les libertés, l'égalité entre tous les citoyens et la justice sont respectées. Car vivre en démocratie, c'est vivre avec des droits. Le droit de se déplacer librement, de pratiquer sa religion, d'exprimer son opinion. Il y a de plus en plus de démocratie dans le monde. Mais de nombreuses personnes sont encore privées de liberté, dans des régimes autoritaires. Pourquoi, dans certains pays, les enfants travaillent-ils? On compte 264 millions d'enfants qui travaillent dans le monde, soit presque un enfant sur 10. Et dans presque tous les pays du monde, les enfants travaillent. C'est très souvent la pauvreté qui oblige les enfants à travailler, au lieu d'aller à l'école. Même si leurs parents travaillent, l'argent gagné par ces enfants est indispensable à leur famille pour vivre. Mais le travail des enfants est-il autorisé? Les enfants ont le droit de travailler, si certaines conditions sont respectées. Ainsi, des textes internationaux, comme la Convention internationale des droits de l'enfant ou la Convention 182, encadrent le travail des enfants avec des règles très strictes. Ces règles fixent, par exemple, l'âge minimum et une durée de travail adaptée. Par ailleurs, le travail effectué ne doit pas mettre en danger la santé des enfants et surtout ne doit pas les empêcher d'aller à l'école. Car quand les enfants ne sont pas scolarisés, ils ont du mal, une fois adultes, à trouver un emploi bien payé et à sortir de la pauvreté. Certains pays, trop pauvres pour interdire le travail des enfants, ont donc mis en place un système obligatoire de scolarisation. Comme en Bolivie, un pays d'Amérique du Sud où les enfants peuvent travailler dès l'âge de 10 ans si leur travail ne nuit pas à leur éducation et à leur santé. Ce dispositif permet d'assurer la vie quotidienne de ces enfants sans pour autant sacrifier totalement leur avenir. C'est quoi la réforme de l'orthographe? C'est un texte rédigé par le Conseil supérieur de la langue française et validé par l'Académie française. Il propose de simplifier l'orthographe de certains mots. Par exemple, supprimer l'accent circonflexe sur le i et le u, enlever le trait d'union des mots composés ou corriger certaines anomalies. Ces modifications concernent environ 2000 mots, parmi les 60 000 que compte le dictionnaire.
Prépare-toi, Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale, vient de l'annoncer. Ces changements devront s'appliquer dès la rentrée scolaire 2016. Chic, cela te fera peut-être moins de fautes dans tes dictées. Mais tout le monde n'est pas aussi content. Aux yeux de certains, on appauvrit le français. Pourtant, ce n'est pas la première fois que l'orthographe des mots change. La langue française est une langue vivante qui a beaucoup évolué. Sa première version écrite remonte à 842. On choisit alors d'orthographier les mots en fonction de leurs origines. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu écris « compter » à cause du latin « computare ». Et en ancien français, la langue du Moyen-Âge, on conduisait les chevals au pré et on mangeait du fromage. L'orthographe change parce que les usages changent, la façon de parler, les habitudes d'écriture. Aujourd'hui, tu appliques peut-être déjà certains changements de la réforme de l'orthographe, sans le savoir. Rassure-toi, pour le moment, les 2 orthographes seront autorisées, jusqu'à ce que les habitudes décident. Pourquoi décide-t-on de journées spéciales dans le calendrier ? Journée mondiale des droits de l'enfant, journée nationale de l'audition. Les journées spéciales servent à attirer l'attention sur un thème particulier. Souvent appelée journée mondiale ou internationale, elle pointe du doigt une cause ou un problème qui concerne le monde entier. On en compte plus de 300 dans le calendrier. Il y en a même parfois plusieurs le même jour. Il existe aussi des semaines et des années spéciales. Ainsi, 2016, année internationale des légumineuses, met à l'honneur la richesse nutritionnelle des légumes secs. Mais qui décide du thème de ces journées ? Beaucoup de ces dates sont choisies par l'Organisation des Nations Unies. La première, créée en 1950, est la Journée mondiale des droits de l'homme et a été fixée le 10 décembre. L'ONU a choisi cette date car le 10 décembre 1948, elle a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parmi les créateurs de ces journées, il y a aussi des organisations non gouvernementales, des associations, l'Église ou des gens, comme toi et moi. Selon la cause, la célébrité et le budget des organisateurs de ces journées font plus ou moins parler d'elles. Ainsi, chaque 1er décembre, difficile de rater la journée mondiale contre le sida. Gouvernements et associations se servent de cette date pour rappeler qu'il faut continuer à lutter contre cette maladie, qui tue des milliers de personnes. En revanche, chaque 1er octobre, tu entends moins parler de la journée mondiale du chocolat, qui intéresse les producteurs de cacao et les gourmands. C'est quoi le Tour de France ? Voilà plus de 100 ans qu'on dit que cette course de vélo est la plus célèbre et la plus difficile du monde. Célèbre car le Tour de France attire 12 millions de spectateurs le long des routes chaque été et 3 millions devant leur télévision. Difficile car les 200 meilleurs cyclistes mondiaux s'y affrontent. La concurrence est rude pour décrocher le prestigieux maillot jaune. Mais qu'est-ce qui rend cette course si passionnante ? Les étapes de montagne sont les plus suivies car ce sont les plus dures. Aux meilleurs grimpeurs revient le maillot à pois. Dans les étapes de contre-la-montre individuelle, les coureurs doivent faire le meilleur temps et partent les uns après les autres. Chaque année, le parcours du Tour est différent pour varier les difficultés et pour visiter toutes les régions françaises. Les villes payent cher pour faire venir le Tour, car c'est une belle publicité pour attirer les touristes. Le long du Tour de France, on croise des supporters des cyclistes, bien sûr, mais aussi des fans de la caravane. Bonbons, stylos, casquettes, des animateurs lancent des millions de gadgets publicitaires debout sur des chars. Ce Tour de la France de plus de 3500 km finit toujours à Paris, sur les Champs-Élysées. Cependant, la grande boucle a été régulièrement entachée par des affaires de dopage et certains coureurs ont dû rendre leur maillot jaune de vainqueur. Alors, pour être sûr que le Tour de France mérite sa réputation, des contrôles antidopage sont organisés à chaque étape. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.